Cet épisode n'est pas comme les autres. Nous ne sommes pas dans des CP du ciné et des potes, car nous ne sommes pas potes, nous sommes ennemis. Ah bon? Ah oui. Face à moi, Julien, Fred, Jérémy pour un débat pour la gloire de James Cameron, pour la gloire d'Avatar de feu et de cendre. Pour la gloire, on verra ça. Oh, j'ai jamais vu une intro aussi rentrer dans l'arc En comme fait, ça. il se protège dès le début. Il est là en mode non, je me protège. J'ai ma On carapace. n'a même pas dit bonjour, hein, tu vois. Enfin, bonjour à tous quand même. Salut. Et des potes. Et pote. En deuxième partie, Jérém fera les chiffres de James Cameron, je fais un jeu que vous aimez bien, et le Joker de Jérémy. Et comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur toutes les applications de streaming, sur Insta, TikTok, et voilà. On lance l'épisode Avatar. C'est le film le plus important de l'année, la grande sortie ciné de cette fin d'année et cette mi-décennie. C'est le cadeau de Dieu Cameron pour nous, pauvres mortels prêts à payer 27€ nos places de cinéma pour en profiter pleinement. Avatar 3, de feu et de cendre, et enfin un sale. Merci d'exister. Comment se fait-il que tu sois en vie? Imagine que tous les êtres humains puissent vivre sur cette planète sans masque. Alors le peuple Na'vi sera exterminé. Si tu veux propager ton feu à travers le monde, t'as besoin de moi. Franchement, ça aurait pas dû être One qui aurait dû présenter cette Ouais, de émission. ouf. Enfin, c'est un peu. Je trouve ça très partisan comme présentation. Ouais. Non, moi j'ai trouvé ça pleinement objectif. Je trouve que je manque pas de nuances dans mon discours. C'est Alors, incroyable. Alors, je pense que là, t'as beaucoup de minutes pour nuancer tes propos là après. Hein. Oui, non, mais je vais vous laisser défoncer le film comme vous voulez, les gars. Et puis Mais qui te dit qu'on va défoncer le film? Bah écoute, avant d'enregistrer, j'ai Fred qui m'a serré très fortement l'épaule en me disant ça va bien se passer, t'inquiète. Non, mais c'est juste, j'étais content de te voir. C'est de l'affection de serrer l'épaule de quelqu'un, c'est pas. Ouais. Alors c'est marrant, Jérémy avait fait une réflexion hier, c'est que on l'a tous vu dans des conditions très différentes. Ah, cool. Jérémy, tu as vu Avatar de feu et de cendre. En 3D normal. Julien, tu l'as vu. En 2D. Fred, tu l'as vu. En 4DX 4DX 3D ou 4DX 3D? 4DX 3D. Et ouais. Et moi, je l'ai vu en IMAX 3D. Ah, pas mal. Ouais, c'est le premier film que je vois en IMAX. L'autre, c'était une retransmission du concert de Pink Floyd. Ah, je pensais que t'étais quelqu'un adepte de l'IMAX. Non, justement, je découvrais vraiment l'IMAX comme devait ça. être incroyable en IMAX. Je te dis ça demain parce que j'y retourne moi, pour le voir demain. En IMAX, ok. 3D, ouais. Bah, c'est incroyable. Ok, voilà. T'as pas présenté le film? Tu veux que je donne le synopsis quand même? Bah oui. Tu sais, tout le monde va pas voir Avatar 3. Hein. Bon, la famille de Jake Sully et Neytiri est encore aux prises avec le chagrin. C'est alors qu'il rencontre une nouvelle tribu Na'vi agressive, le peuple des cendres, mené par la fougueuse Varang, tandis que le conflit sur Pandora s'intensifie. Et en même temps, bah, c'est... Comment dire? Vu que le 2 et 3 ont été écrits et tournés en même temps, ça fait vraiment genre Avatar 2, partie 1, partie 2. C'est ça que j'ai retrouvé dans le 3 et c'est ça qui m'a un peu fait chier. Parce que du coup, c'est un film de 6 heures. Et quand je vois Avatar 3, je m'attends à un truc qui soit un peu plus nouveau, en fait, qui soit pas comme le 2. Et du coup, bah, c'est le 2. C'est une suite, putain. Non, mais c'est le... J'ai l'impression de revoir le même film, en fait. Je trouve qu'il y a pas ce nouveau souffle. C'est pas un troisième opus pour moi. Bah parce que tous les enjeux scénaristiques mis dans le 2, les antagonismes, les personnages, tout ce qui fait la narration et la construction du film, bah, s'étale justement sur ces deux opus. Du coup, bah, ça se renouvelle pas. Et ce serait pas forcément dérangeant si les films duraient pas 3 heures chacun. C'est ça. Mais attends, tu dis ça alors que le 2 c'est littéralement un remake du 1 sauf qu'on a mis la flotte à la place de la jungle. Je suis pas d'accord. Moi, je trouve Ah, que si, le 2 moi, est je hyper trouve que- différent. Moi, je trouve que le 2 ressemble moins au 1 que le 3 ressemble au 2. Parce que certes, le 3, c'est ça qui est très dommage, il apporte plein de nouvelles choses, Oui. il apporte de très belles séquences de la nouveauté, mais il est trop dans l'inscription du 2, dans ses enjeux, là où le 2, où la voix de l'eau, bah, même si ça suivait une trame très proche du 1, bah, il y avait quand même des nouveaux personnages qui étaient mis, des nouveaux environnements, donc tu avais quand même cette sensation de nouveauté. Là où je trouve que le 3, bah, c'est vraiment cool pendant 1 heure, parce que le début du film ose quelque chose de différent, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans de la présentation de Pandora, mais dans la psyché des personnages, notamment avec la question du deuil, et parce qu'il apporte des choses assez nouvelles, cette fameuse tribu du vent, ces marchands, dont on n'en saura pas plus, Oui, c'est vrai. avec une scène d'action vraiment à la Mad Max, pour le coup, et qui est vraiment cool. Et celle qui m'a le plus marqué. Oui, et ce qui bizarrement. me fait dire que je pense que Avatar pourrait être une super saga si Cameron était juste à la production et qu'il a arrêté de réaliser et d'écrire les films. Honnêtement, il serait à la production, il pourrait chapeauter le projet de loin, notamment sur la question des effets spéciaux et même sur le lore et l'univers, mais qui laisse la réal et le scénario à d'autres cinéastes. Honnêtement, on pourrait avoir un univers super cool. Non, je suis désolé, il y a aucun mec qui pourrait faire du grand spectacle comme lui sait le faire, je suis désolé. Jamais de la vie. Totalement.
Non, jamais de la vie, Cameron il laisse son bébé. Je veux dire, Bah oui, mais c'est C'est- ça le problème. C'est dommage du coup parce que t'as l'impression de voir toujours un peu la même chose avec lui et c'est vrai que refiler le travail à d'autres réalisateurs, ce serait hyper intéressant. Oui, alors, ce serait intéressant parce que là, pour le coup, le 1, 2, 3, ils sont vraiment dans la même unité, on pourrait dire. Ouais. Mais là, avec le 4, 5, qui me semble, n'ont pas tourné, doivent avoir quand même une partie de scénario écrit. une partie tournée. Oui, Ok. il y a une partie Parce tournée. qu'il y aurait vraiment moyen de relancer la machine pour le 4 et le 5, parce que je suis désolé. Parce que je sais ce que tu diras, Owen, sur la beauté, sur le grand spectacle, etc. Qui n'est pas faux, hein, pour le coup. Hein, je le contredis pas, mais au bout d'un moment, quand tu fais le même film avec le même scénario en boucle, et que ça fait quand même 9 heures qu'on est sur Pandora, et que l'histoire tourne sur les mêmes tropes, sur les mêmes enjeux, je me répète, comme le film, mais au bout d'un moment, bah, tu peux pas faire ça sur un 4e et 5e volume. J'ai du mal à voir qu'est-ce qui peut se passer après. Parce que qu'est-ce qu'il y a encore à dire ? Bah, pas grand-chose, puisque Cameron ne veut jamais développer plus. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans Avatar 3, les personnages reviennent toujours au point de départ. T'as toujours un statu quo. C'est-à-dire que je prends l'exemple là concret dans Avatar 3, Jug Sully se fait enlever. Ah, je spoil, hein. Mais Jug Oui, Sully on se fait spoil. enlever. T'as toute une partie donc dans la base de, c'est la La RDA, oui. la RDA, la République d'Allemagne. Voilà, c'est D'accord. ça. Donc, Oui, il se c'est passe dans ça. la RDA et tu te dis qu'après son évasion, bah, on va peut-être avoir quelque chose de nouveau, mais non, on se retrouve sur confrontation entre humains, Na'vi, comme la fin du 1, comme la fin du 2, et pire encore, cette histoire dans le 3 avec les sortes de baleines, j'ai oublié leur nom, on va les appeler les baleines de Pandora, c'est du copier-coller pour le coup, mais vraiment quasiment scène pour scène, mot pour mot de ce qui se passait dans le 1 avec le grand arbre. Et puis le 2 aussi, il y avait déjà ces baleines de Pandora. Ouais, mais dans le 2, c'était nouveau. Mm. Parce que ça apportait quelque chose de nouveau, même si pour le coup c'était la même chose que les oiseaux dans le 1, sur l'idée de dompter un animal, etc., de faire un lien, de faire du compagnon. Mais là, on te rajoute encore cette séquence-là dans le 3. Ouais, mais tout est décuplé et c'est ça qui me fait plaisir. Et en fait, c'est le but d'une suite, c'est de faire bigger is better, c'est ce qu'il fait, c'est ce qui fait de mieux. Tu regardes Bigger, mais Alien, c'est une suite bigger et better. Je suis désolé, ça se tape entre Alien et Aliens. Terminator 2, bigger and better. Je suis désolé, le mec, quand il doit faire des enjeux encore plus importants, alors certes, en se répétant dans son scénario, mais c'est ces archétypes de personnages qui font ça. Je suis désolé, moi je suis totalement dedans et franchement, c'est un pur moment de grand spectacle. Moi j'étais parti pour aller le défoncer Avatar 3. Je suis désolé, j'étais parti avec un a priori négatif en me disant ça va être comme le 2, je vais pas l'aimer et tout. Mais déjà, minute 1, avec cette séquence onirique, moi, il m'a totalement eu. Il m'a dit, bah, ok, d'accord, bah là, on change un peu. Bon, certes, après, t'as le bon, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux films, même si ça reprend quasi média stress. Je sais pas, moi, il y a vraiment beaucoup d'éléments qui sont décuplés, amplifiés, en plus gros, et je sais pas, moi, j'ai rêvé pendant 3h10 de manière exceptionnelle, quoi. Qu'est-ce qui a tué Mission Impossible sur les deux derniers épisodes ? Le bigger. it's better. Et voilà. Parce que bah, ils savaient pas, ils ont pas réussi à le gérer. Sauf que Cameron sait le faire. Bah, je suis pas Je suis d'accord parce désolé. que sur le Mission Impossible, c'est le même souci. T'as 2 films de 3 heures qui tournent en boucle sur la même quête avec des antagonistes très peu intéressants. Alors certes, on va pas refaire la critique des Missions Impossibles, mais la scène du train dans le 7, elle est très cool. La scène dans le sous-marin, sous l'eau, c'était très cool. Mais quand c'est au service d'un scénario et d'une narration, parce qu'en fait, Avatar, c'est pas tant un problème de scénario que de narration, je trouve. Parce que quand même, Avatar, tu passes ton temps à couper sur des personnages, à revenir sur d'autres séquences, ça cut des fois. T'as pas le temps de développer quelque chose que tu passes sur une autre action, et des fois, t'as des actions qui sont beaucoup trop longues. Et problème, c'est qu'encore une fois, on est sur un film de 3h20, donc tu peux 3h20. être face aux scènes d'action, face au grand spectacle, à la beauté du film, qui est, faut le souligner, c'est sublime, hein, les séquences, pour le coup, le lore, etc. Mais quand t'es là pendant 3h20, c'est long. Non mais en fait je les vois les défauts mais c'est pas pour autant que enfin c'est pas ça qui fait désapprécier le film en fait. Il y a un tel niveau de bonheur pour les yeux à mon égard. Ça fait longtemps que j'ai pas ressenti des trucs comme ça devant un film en termes de purement grand spectacle, que franchement moi je mets un peu à côté les défauts scénaristiques qu'il peut y avoir. Ouais. Moi, ce qui m'a un peu déplu dans le film, c'est que j'aimais beaucoup le personnage de Varang. Je trouve que c'est un bon antagoniste, mais qui est pas assez développé. Je le trouve pas assez présent dans le film. Et je trouve que du coup, Quaritch, il vient un peu trop la remplacer en fait. Et ça, je trouve ça hyper dommage. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant. Elle est réduite à l'épouse de Quaritch, quoi. C'est ça, alors que c'est quand même elle qui a la tête d'affiche. Enfin, c'est la tête sur l'affiche, quoi. C'est un nouveau peuple qu'on essaye de nous présenter. Et en soi, est-ce qu'il est autant développé que ça? Pas du tout. Surtout que c'était assez intéressant l'idée que Quaritch allait avec eux. T'as cette idée aussi de la transmission des armes à feu. Et ça, c'était aussi un bon point
avec même le début du film, on pose la question des armes à feu dans l'espace naturel, et en vrai ça renvoie à toute l'histoire de la colonisation, que ce soit l'Amérique ou l'Afrique, et c'est vachement intéressant. Ouais. Mais pareil, en fait je pense qu'en termes de scénario, là où Quaritch devrait devenir une sorte de faux allié, ou à terme une sorte d'allié, il reste toujours l'antagoniste jusqu'à la fin. Mais effectivement, si le 2 et le 3 effectivement, sont vus comme un grand film, je suis curieux de voir le 4 et 5, mais il faut changer, quoi. Mais je répète, je suis pas un énorme fan du 2. Et pourtant, le 3... Moi, j'ai préféré le 2. Tu vois, je ressors avec un meilleur sentiment avec le 2, parce que je pense aussi que le 2, ça faisait plus de 10 ans. Donc pour moi, il y avait une vraie différence. Le fait de justifier une nouvelle expérience, pour le coup, le 2, ça faisait plus de 10 ans, donc il y avait un retour sur scène d'Avatar. C'était encore plus ambitieux en termes de longueur, et aussi en termes de technologie. Tu avais le HFR. Le HFR, même si je trouve que c'était du VFR. VFR, c'est ça ? Ouais, parce que c'était variable, alors que là, vraiment, tout le film est tourné en 48 FPS. Ouais, parce que je trouve que le VFR, autant ça pouvait donner des belles séquences dans le 2, autant des fois ça donnait des gros ratés. Pareil avec la 3D, moi j'ai le souvenir du 2, d'une scène avec Neytiri qui tire à l'arc, qui a une profondeur, c'est magnifique, mais 2 scènes après, toute la 3D, c'est dégueulasse. C'est pour ça que j'avais opté pour la 2D pour le 3, parce qu'au moins t'es stable sur tout le long. Mais là, il y a 2-3 ans d'écart. 3 ans d'écart, je trouve pas que ça apporte un renouvellement. Surtout, ils ont tout tourné d'un coup. Le 2 et le 3 ont été tournés Moi, ensemble. je pense que franchement, il aurait un gros film de 3h30. Donc, ça fait beaucoup de coupes, mais je pense pas que les films ont besoin de durer 3 heures chacun. Ça aurait pu être cool. Mais chaque séquence d'action, elle dure facile 20 minutes. Tu vas pas couper des séquences d'action. Ouais, mais toutes les séquences d'action ne sont pas nécessaires. C'est le meilleur. Si, c'est le meilleur point des films. Attends. Mais la bataille de fin, elle est inintéressante pour le coup. T'en as pas besoin de cette séquence. T'as déjà la bataille du 2. À la limite, ce qui est intéressant, c'est toute cette séquence d'action avec Jack. Voilà. Ou la première scène d'action avec le bateau volant. Incroyable. Mais après, pour le reste, c'est de la redite. Moi, je remarque un truc, c'est que j'ai l'impression de défendre beaucoup le film, alors que le fervent défenseur qu'Avatar, qui est Owen. Non, mais il attend de tout entendre. Ne dit rien depuis tout à l'heure là. Bah non, mais parce que Julien il est dedans là, donc. Vas-y, je t'en prie, Owen. Non, mais avant qu'Owen parle, parce que lui, mais défoncez, allez-y les gars. On le défonce pas. Est-ce que je suis en train de le défoncer ? J'ai adoré cette séquence de bateau, et même chose, c'est un lore qui est un peu développé. On t'ajoute donc ce peuple du vent, il y a tout un truc où tu te dis waouh, génial, etc. Mais ça dure 5-6 minutes, et puis on revient à ce qu'on connaît, quoi. Mais pareil, il y avait des trucs nouveaux. J'en dis pas plus. Le personnage de Spider. Moi, pour les le coup, mutations du personnage de Spider sont ça, super intéressantes. Ça, j'aime beaucoup le fait qu'ils aient rajouté ça, et ça m'intrigue pour la suite. Ça, effectivement, c'est hyper cool. C'est la meilleure chose du film, Spider. Par contre, j'y viens. Alors, j'aime bien ce côté-là, mais je déteste le personnage de Spider. Je trouve ce personnage, il joue mal, inintéressant. Je comprends pas les gens qui ont une haine sur Spider en mode. Mais parce il sert à rien. Non, moi je sais, c'est une jalousie parce que lui au moins c'est un humain qui vit dans Pandora et vous êtes tous jaloux en fait. Non, mais en fait là on lui met un truc intéressant, du coup on lui plante un truc qui est primordial pour la suite de la saga, mais dans le 2, regardez vraiment Spider, il est là. Il y a des choses qui sont amenées dans le 2 qui mènent qui trouvent leur écho dans le 3, et là c'est le cas de Spider en fait. Genre tout le fait que Spider dans le 2 est littéralement isolé de la troupe de Jake Sully, c'est parce qu'il doit créer sa relation avec Quaritch pour que derrière ce troisième film soit centré sur les degrés de paternalité qu'il peut avoir, et tout le film porte sur ça, genre sur le degré de paternalité que Spider peut avoir avec le souvenir de son père qui n'est pas son père biologique, Jake Sully qui l'a éduqué mais il n'y a pas de lien de sang, pareil Jake Sully avec Kiri, genre il y a énormément de questions juste éducation et de rapport à l'enfant que tu as éduqué ou non, et ton degré de rapprochement que tu peux avoir. Et justement, genre le film, c'est un gros film choral, donc forcément ça dure 3h20. Et c'est ça qui est dommage, que ça devrait être le cœur du film, mais ça c'est juste c'est juste le sort de moralité que tu peux tirer en arrière-plan, parce que le cœur du film, ça va être de faire de l'action. C'est le cœur de la bataille finale, littéralement, genre Jake Sully et Quaritch se fight dessus pendant que Spider est dans les parages. Oui, c'est les 10 dernières minutes de la grande scène d'action. Parce que la grande bataille, c'est les humains qui sont méchants parce qu'ils veulent de l'argent contre les balles. Ils galèrent, et puis oh mon dieu, la nature arrive. Oh mon dieu, la nature est là pour nous sauver. Il vous faut combien de scènes au total pour trouver du sens à tout ça? Genre il y a la séquence où Jake Sully il songe littéralement à faire quelque chose avec Spider qui est pas bien. Il y a la séquence où Quaritch va voir Spider dans sa prison pour lui dire à quel point il est heureux de l'avoir comme fils. T'as la séquence où Jake Sully et Quaritch s'allient en début de film parce que oh là là, il faut trouver le masque de
Spider parce que sinon il va crever. Ils vous font combien Mais ça, de c'est des, moments mais pour ça, que- c'est des choses plutôt positives du film, justement. Mais c'est toujours des petites scènes isolées qui sont intégrées dans un gros montage de 3h30. Mais qu'est-ce qu'ils Mais vous justement, font il brasse d'autres choses en 3h30. Mais les autres, le reste qui est brassé, c'est de la redite de ce qui a C'est déjà été ça. fait. Un film choral. Il y a 1000 trucs qui se passent dans le film. Il y a tout le truc avec Kiri, il y a toute la rédemption de Loak qui se dit qu'il a tué son frangin. T'as toute sa relation aussi avec Jake Sully parce que Jake est littéralement en train de se Et dire là, tu es la raison pour laquelle mon et là, fils aîné est mort. Et là, je reviens au problème, c'est pas tant des problèmes de scénario que de narration pour moi. Parce que le scénario est pas mauvais en tant que tel, mais la manière dont il s'articule ne fonctionne pas. Ce film a une toile d'écriture de personnages, genre l'arbre d'écriture et de relation entre les personnages, c'est un truc de malade mental ce qui se passe dans ce film. Tu trouves? Mais je trouve de dingue. T'as vu d'autres D'ailleurs, récits Genre chorales, quand arriver même. à un film, arriver à la séquence où Jake Sully prend à part Spider pour ce qui se passe, moi je trouve que ce genre d'intensité là, de mise en place de relations de personnages pour arriver à ce type de moment là, je trouve qu'il faut le faire quand même. Il arrive un peu sur un cheveu sur. Enfin, il le prépare un peu grâce à. Ils le préparent, mais ils en parlent 3 Légèrement. scènes précédemment. Oui. D'ailleurs, J'arrive on pas. remarquera qu'il y a une évolution. Neytiri, elle a arrêté d'être une sale raciste qui. Bah voilà. Voilà, aussi. Hein. Genre les personnages ont des dilemmes moraux qui sont quand même assez ouf dans le film. Et moi j'aime bien aussi le fait que Quaritch ait un profond second degré par rapport à tout ça. Et que des fois, on dirait presque James Cameron qui parle quand il prend un peu de recul et qui dit « Oh, alors quelle situation on est, bordel !» Je trouve que genre au-delà de juste il y a des scènes d'action de fou furieux, il y a une toile d'écriture entre les personnages qui est ultra élaborée, Intéressant. qui est brinque-ballante à certains instants parce qu'évidemment c'est dure 3h20 et que le rythme entre des scènes de dialogue très profondes et des scènes d'action très intenses, il le gère pas tout le temps. Ouais, mais moi je trouve que c'est ça qui le noie. Parce que du coup, quand on revient sur la durée, mais t'as 3h20 et t'as ça, ces séquences-là qui sont morcelées, bah, ça a du mal à faire du lien. En fait, à vous entendre, le seul problème du film c'est qu'il dure 3h20. Mais c'est un non, mais gros en fait, problème, pour moi, oui. c'est un vrai problème parce que vu qu'on a Avatar 2 et Avatar 3 où t'as presque 6 heures de montage, bah, il y a une question de rythme. Bah, dis-toi que de base, Avatar 3, il a fait son premier montage, ça a duré 9h. Mais c'est un problème. Ah oui, C'est comme C'est quand un t'as gros Scorsese problème. qui fait New York et qui livre 5 heures de montage. Non, tu en livres fait- pas 5 heures de montage et c'est pas étonnant que le film il soit pas bon. En C'est fait, trop long. Il y a un truc qui se voit, enfin moi ça m'a beaucoup fait rappeler ça m'a fait penser à toutes les BD de SF que tu pouvais retrouver des années 60 aux années 80. Un peu façon Torgal. Ah oui, t'as 10 milliards d'épisodes. Exactement. Et en fait, j'ai vraiment eu l'impression de voir des séquences de différents épisodes d'une série de BD qui se faisait en 46 pages à l'époque, où voilà, t'as l'épisode où t'as Jake qu'il faut aller récupérer en ville. Je le résume très mal. la séquence où Jake est prisonnier, la séquence avec les bateaux volants, la séquence de la bataille finale. Genre, c'est littéralement comme si tu regardais 4 ou 5 tomes d'affilée d'une grande saga de SF. Mais moi, Et c'est l'influence principale du film, en ouais, fait. mais moi j'ai plus l'impression de voir une série mise au cinéma parfois. Et ça, c'est pas la même sensation. Un peu comme quand t'as une série qui fait des épisodes très très longs. Non, pas. Attends, jamais une série n'aura une importance, une grandeur dans la mise en scène à ce point. Ah oui, Enfin, pour, et pour la sera- mise j'en en scène, parle je de parle plus scénario. de la scène de la narration. de la narration. Et puis, on va pas se mentir, les gars. Enfin, moi, je trouve que c'est du pinaillage quand il y a un spectacle sensoriel qui est à ce point poussé. Les poils pendant une bonne partie du film. Hein, Moi, je vraiment. vous dis, genre, l'IMAX 3D. Ah, peut-être que c'est parce Peut-être que en t'as IMAX, ah oui, parce que t'as l'IMAX 3D, là, etc. Mais est-ce que après là, ça lance le débat de est-ce que le film, comment doit être consommé le film. Mais on n'en parlera pas plus. Ok, ça c'est pour plus tard. Mais moi je trouve juste que, en fait, ça redéfinit même une telle expérience visuelle, sensorielle, et je l'ai dit sur ma critique Letterboxd, ça redéfinit même l'événement de voir un film. Parce que tu vois, quand on aura fini de tourner DCP, on va aller se mater Paranormal Activity 2, on va se mater un petit film, ça va nous faire marrer, et voilà. Non, là, on va voir Avatar. On va voir un événement esthétique et sensoriel, genre qui a été ultra élaboré. C'est comme aller voir un concert pour moi, en fait. C'est comme aller... Je me dis pas, genre, je me mate un petit Avatar. C'est genre là, ce film-là, je l'ai attendu pendant des mois et je me disais, dans 6 mois, je vais aller voir Avatar. Parce Genre- que t'es un gros fanboy pour le Parce coup. que je suis un gros fanboy. Mais parce que, genre, l'expérience esthétique est telle qu'elle me procure cette hype, tu vois. Ouais, mais on y reviendra hein, sur le 3h20 qui, en fait, peu à peu, tu déchantes, quoi. Et toi, la 4DX, alors? Bah, ça m'a aidé à tenir, la 4DX, parce que je me faisais chier, mais au moins le fauteuil me réveillait, quoi. Tu vois Je il y pense avait- qu'il y a une question de sensibilité et qui nous différencie À l'œuvre, oui. vraiment entre Fred, moi et
toi Owen et toi Jérém, c'est que vous êtes pris dans ce spectaculaire, dans ces sensations, et du coup ça vous accroche jusqu'au bout du film. Mais Fred et moi justement, on attend autre chose, on attend plus des choses dans le scénario, dans la construction, qui fait que nous, même malgré le spectacle, en fait on décroche. Et moi c'est pour ça que je dis que honnêtement j'ai passé la première heure jusqu'à ce que Quaritch s'en aille et que t'aies les enfants et tout qui soient sauvés là. Donc cette partie-là, franchement, qui doit être globalement la grosse première heure, j'ai passé vraiment un bon moment. J'appréciais parce que le film allait me surprendre sur certains endroits. Mais après les 2 autres heures, je suis toujours dans la même boucle, donc je décroche et après pour moi c'est trop long. Après, tu vois, tu dis c'est pas ce que je cherche dans un film, mais genre ça dépend de genre qu'est-ce que tu cherches dans les films, tu vois. Par exemple, quand je vais voir La Palme d'Or, Un simple accident, genre je vais pas chercher la même chose, le même plaisir cinématographique, de la même manière que genre quand tu vas mater, je sais pas, Paranormal Activity, genre les dispositifs sont différents. Et quand je vais voir Avatar, genre je me dis bien que le scénario sera pas le plus élaboré, le plus poussé, que ça sera pas forcément... Alors c'est un film d'auteur, Avatar, ça reste une vision très personnelle de James Cameron, et c'est pour ça que ça sera jamais réalisé par quelqu'un d'autre que James Cameron, parce que c'est littéralement les dessins de James Cameron mis en visu. Mais quand tu vas voir Avatar, faut être conscient du spectacle que tu t'attends à voir. Et moi, je trouve que le spectacle, genre, d'avoir payé ma place 27 balles et d'avoir un spectacle qui dure 3h20, donc qui tient dans la durée. J'ai pas maté un film d'1h30, j'ai maté un film de 3h20 qui m'a bien rendu ma thune. Moi, je trouve que le contrat, le deal que j'ai signé quand j'ai pris ma place de billet, il est pleinement rempli quand même. Dis-toi qu'il est tellement bien rempli que du coup, comme je disais au début de l'épisode, je vais le revoir demain en IMAX 3D parce que je me dis ça c'est un film qui est fait pour le cinéma, qui est fait pour la salle, qui est fait pour être vu dans des conditions incroyables, et je me dis la 3D ça m'a pas suffi, il faut que je le vois sur encore un plus grand écran avec encore un meilleur son, et voilà, tu vois. Après là on rentre dans une vision techniciste du cinéma, donc c'est vrai qu'il faut absolument que le dispositif soit là pour servir le film, parce qu'il y a une question de l'héritage, parce que le premier Avatar, je ne suis pas sûr de l'avoir vu au cinéma à l'époque. Premier Avatar, je l'ai vu comme tout le monde sur des télés, des trucs comme ça. Et pareil, le 2 et le 3, à l'avenir, ils seront regardés comme ça. Donc si tu prévois tout pour un dispositif... Alors évidemment, de nombreux films de base, quand ils sont sortis, ont été prévus pour la salle de cinéma. Mais il y a des films, tu peux les regarder. Je pense aux films de Sergio Leone qui sont vraiment calibrés pour du cinéma. Je les ai vus hors cinéma au début et tu les apprécies quand même. Et je pense que si un film il a vraiment besoin... d'être vu dans ces conditions-là, tu te poses la question de qu'est-ce qu'il laissera ensuite. Mais si le Grandiose est bien fait, enfin il fonctionne sur, alors peut-être pas sur n'importe quel écran, je vais dire, mais j'ai découvert, bon bien sûr, des grands classiques des années genre Ben-Hur. Quand j'ai découvert Ben-Hur, c'était sur la télé chez mes parents. J'ai pris une putain de claque alors que c'était l'écran de chez mes parents, tu vois. On est d'accord qu'Avatar, tu vas pas le re-regarder chez toi. Moi, j'ai vu Avatar 2 au cinéma et jamais je leur adresse ce film chez moi. Mais après, c'est ce c'est ce que je dis quand le film définit l'événement, tu vois. Quand je vais voir un concert, le concert, il aura plus lieu après. Alors après, oui, c'est sur la question de la durée d'un film, mais après, les films de James Cameron, ils sont régulièrement reprojetés, hein. C'est ça, il fait une ressortie tous les 5 ans. Ce que disait Julien, c'est que est-ce qu'on pourrait pas aussi juger un film par le fait qu'il puisse être adapté au cinéma, mais aussi visible chez soi et tout d'autant agréable. Typiquement, moi, La La Land, j'ai pas envie de le mater chez moi, tu vois. La La Land, quand j'ai l'occasion, je passe le voir au ciné, mais oui, parce que tu l'associes vraiment plus à un musical, quoi, un truc à voir. Ouais, mais il y a des films qui trouvent leur vrai sens au cinéma, et genre s'ils sont rediffusés de temps à autre, voilà. Et bizarrement, du coup, le premier Avatar, moi je l'ai pas découvert au cinéma, je l'ai découvert chez moi sur la télé. Est-ce que ça m'a empêché là, d'apprécier le 1, moi je trouve que Avatar 1 marchait très bien. Voilà. Du coup, ça me fait beaucoup réévaluer le premier Avatar, parce que on parle toujours de... Parce qu'on aime bien embêter Owen sur le scénario d'Avatar. Mais moi j'aime beaucoup le premier. Faut être honnête, en fait, on peut critiquer le premier scénario d'Avatar, mais c'est juste un scénario classique d'un blockbuster de l'époque. C'est simple, mais c'est efficace dans son utilisation. Et même de tous les blockbusters, oui, même maintenant. C'est-à-dire que si on tapait sur le scénario d'Avatar juste pour taper dessus, parce que c'est facile, mais il faudrait taper sur tous les blockbusters. Et c'est simple, mais ça marche très bien. Là, le problème, c'est qu'il l'étire, en fait. Il étire ça sur un 2, un 3 qui sont interminables en durée. Et ça qui nous... J'ai 2 trucs à rajouter. Sur ce que tu dis par rapport à Avatar, oui, on se moquait bien du scénario. Je pense que si Avatar était sorti... Alors, pas les mêmes enjeux technique, mais si Avatar était sorti en 78 et Star Wars était sorti en 2009, je pense qu'on se serait bien foutu de la gueule de Star Wars. Oui, parce que c'est pareil, Star Wars c'est très simple en termes de scénario, mais ça fonctionne très bien. Voilà. Et deuxième truc, qu'est-ce que tu as dit juste avant déjà ? Non, j'expliquais que moi en soi, j'ai aucun problème contre Avatar 1, même si on aime bien t'embêter avec. Moi en soi, le Avatar 1, c'est un film que je peux me remater genre chez moi plusieurs fois. C'est vraiment le genre de film que j'aime remater. Mais t'avais dit un truc juste avant. Et après, j'y venais, je trouve qu'Avatar 2 et 3, c'est peut-être un peu facile, mais j'ai vraiment l'impression que Cameron, en fait, là, il étend son univers un peu pour rien, quoi. Ah oui, moi c'est ça mon truc.
c'est que, et j'en parlais hier à table quand on dînait ensemble et t'étais pas là, l'univers d'Avatar, moi ce que j'aime beaucoup c'est le fait qu'on le trouve que au cinéma, tu vois. Genre c'est un univers qui me parle déjà beaucoup très 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 fort, mais qui en plus n'appartient à aucun autre médium et qui en plus la vision d'un seul homme. Après on peut trouver... Après techniquement, on peut dire que- Medium, techniquement, il y a le jeu vidéo. C'est vrai qu'il y a le jeu vidéo Avatar. Attends, Qui a l'air génial. il y a Et les tu me jeux, donnes- c'est ça vrai. me donne presque plus envie de jouer aux jeux vidéo. Oui, mais c'est parce que ça c'est apparu après. Mais par exemple, tu vois, je trouve que Star Wars a... Bon, Star Wars c'est vachement étendu, mais Star Wars perd un petit peu, je trouve, à Ah se oui. diluer, alors que justement, le fait qu'Avatar reste encore... Enfin, pour moi, Avatar, pendant 10 ans de ma vie, ça a été un seul film, tu vois, et ça a été une seule ouverture vers un univers qui m'a fait tellement rêver, et d'avoir genre un petit peu plus de cet univers qui continue, moi, de me faire rêver, tu vois. Moi, je vois Spider, à voir ce qui lui arrive, je suis en mode... Est-ce que du coup, à travers ce personnage de Spider, tu te projettes pas aussi Est-ce que c'est pas ça le but du personnage Bon, de se sans doute, projeter en tant qu'être humain dedans, tu vois. Bah, sans doute, je pense que le parcours de Spider doit faire écho à celui de Jake Sully dans le premier, parce que Jake Sully te sert à t'introduire à l'univers d'Avatar, et voilà, le parcours de Spider, il doit permettre aux nouveaux spectateurs qui découvrent la saga, aux gens un peu plus jeunes, de se dire oh là là, trop bien, moi aussi j'aimerais être à sa place, quoi. Parce que moi, quand je regarde Jake Sully, j'ai envie d'être à sa place. Je sais pas trop, quand même. Bon. Ouais, il a perdu son fils, J'avoue. il est en deuil, il galère. Alors c'est oui, mais pourchassé. à la fin du Dans le 1, premier, il a envie d'être Jake Sully dans le premier. enfin voilà, moi, Un truc aussi, j'ai eu l'impression pendant ma séance, pendant Avatar 3, c'est que j'ai l'impression qu'à chaque fois, ça avance comme ça. C'est quelqu'un est capturé, on le retrouve, on revient, en fait, quelqu'un d'autre se fait recapturer, on va le chercher, on le revient. Et c'est constamment des va-et-vient C'est qui, moi, au bout d'un beaucoup. moment, m'ont un peu épuisé aussi. C'est beaucoup d'allers-retours et beaucoup de retours au statu quo. C'est-à-dire C'est que ça, c'est ce comme que je tu disais, à disais. chaque fois qu'on pense pouvoir avancer dans quelque chose, ben on revient au statut d'avant pour préparer une confrontation finale. Et- Mais malgré tout, il y a quand même t'as quand même des bonnes choses qui restent. Je pense que la séquence, justement, avec l'emprisonnement de Sully, t'as cette idée aussi de la transmission purement visuelle, le fait de filmer. T'as littéralement un monde qui ne fait que filmer Jack Sully en boucle, en fait, et ça tourne 24/24. Et c'est vachement intéressant sur la notion de voyeurisme, sur la notion des médias, par exemple. le fait de faire revenir Parker juste pour dire que c'était un fils à papa. Ça t'a bien marqué cette Ah, séquence. mais je trouve ça génial. Le fait que le mec, il arrive dans le film, il repop, genre c'était un méchant du 1, mais un peu secondaire. Tu te dis, oh bah tiens, qu'est-ce qu'il fout là? Tout ça pour le faire revenir en caleçon et que la soldate badass lui répond, non mais vous, le fils à papa, vous fermez votre gueule, tu vois. J'ai adoré. Moi, je suis allé voir avec Bassem. Bassem m'avait expliqué qu'il avait bien aimé le fait qu'il y ait plein de doubles dans les personnages. Je sais Ça, pas c'est si vous... c'est très camerounien comme Ouais, écriture. voilà. Par exemple, Neytiri et Varang ou Sully et Quaritch, le fait, comme on le disait, le rôle du père. Donc je sais pas ce que tu en as pensé. Mais Bah, Quaritch, déjà, que- il voulait ce que vous en avez pensé. refaire le parcours du personnage de Suisse. Vous voyez, avec Quaritch, il voyait, ça se Mais voyait en dans fait- le 2 déjà. Même tu regardes comment Cameron écrit Terminator 2 par rapport à Terminator 1, ou même Titanic, c'est systématiquement structuré sur des dualités. Donc en fait, c'est sa manière, c'est les tropes, comme tu dis, c'est sa manière de structurer son récit qui est très. Qui fait très Hollywood années 80-90, ce qui lui donne une saveur pour moi, parce que je suis très spectateur de ce cinéma-là, ce qui peut faire lever les yeux au ciel pour certains, mais bon, je trouve que ça permet au film d'être plus solide. Ouais, il y avait des beaux plans. Il y a un plan qui m'a vraiment marqué. Je pense en IMAX, ça devait être incroyable. C'est celui où t'as Neytiri sur son dragon, quoi, enfin son truc, quoi, Ouais. et qui s'est pris une flèche Ah ouais. dans l'épaule. Et il y a la lune, je crois, derrière. Il y a un truc Ouais. comme ça, Ouais. un très grand plan d'ensemble. Mais il y a des plans Il y a magnifiques, beaucoup on de en plans parle qui pas, m'ont on n'a pas marqué. beaucoup parlé Ouais, de la ouais. mise en scène, mais c'est super beau. Tu vois le nombre de plans aussi où j'ai plus le souvenir de vraiment de ça dans les autres films, où ça m'a pas marqué. Mais les changements de points qu'il fait au cours d'un même plan, et du coup ça joue super bien avec la perspective et la profondeur dans la 3D. En 3D, ça fonctionne super bien. La 3D, Enfin, franchement, c'est vraiment. Il y a quelques. Alors, il subsiste quelques plans entre guillemets un peu Disneyland, mais bon, à un moment donné, si tu veux Ouais, faire c'est des clair, versions dans la 3D, tu vois. C'est un plan qui est dans le trailer, mais c'est ce plan où ils invoquent le conseil des baleines. Ah oui, T'as- alors ce et plan-là. t'as le début de la baleine qui émerge de l'eau avec le reflet du soleil. Et toute la scène, elle est. Oh, c'est tellement beau. Mais c'est capture d'écran le film. Hein. Le 2, c'était déjà le cas. Fond d'écran, là Non, mais j'étais allé le revoir le 2 au cinéma et genre le nombre de plans sur lesquels je me suis arrêté en me disant
Moi, je pense que les seuls moments qui m'ont vraiment marqué, c'était qu'il y avait un problème d'apesanteur. Ah ouais. Tu vois, comme vous disiez, la scène finale, un peu les 10 dernières minutes, ou le côté du bateau au tout début, c'est plus des scènes qui m'ont marqué pour le coup. Et du coup, 4DX, ça secoue, c'est quoi? Incroyable. Pour Ah le ouais coup, là, c'est génial parce qu'en gros, dès que tu reçois des coups, ton fauteuil te défonce le dos. Tu reçois de l'air dans les oreilles dès qu'il y a des balles tirées. Les sièges du coup bougent, donc souvent quand ça vole tu voles. T'as un peu d'eau, non? Alors non, moi j'avais pas d'eau, c'était plus de l'air en fait. Ok. De l'air qui donne l'impression que c'est de l'eau, c'est un peu On humide. t'a cramé la gueule aussi ou pas? Non, mais tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Et donc oui, pour le coup, je suis content d'avoir pris en 4DX parce que du coup j'ai passé un super bon moment où... C'était une attraction. Ouais, c'était une attraction. Et donc pour le coup, je pense que si j'avais vu le film comme Julien en 2D... Je pense que tu t'es pas aidé, toi. Non, moi je te dis pourquoi j'ai repris la 2D, parce que moi le souvenir du 2, je veux dire, moi vraiment la réflexion que je me suis fait avec le 2, et je t'en avais parlé récemment, c'est que quand j'ai dû vérifier le DVD d'Avatar 2 pour le travail et que je l'ai remis à la séquence, je fais purée, c'est magnifique. Et je me suis dit, comment ça se fait qu'il faut que je revoie le DVD pour me dire que c'est magnifique, parce que quand je l'ai vu en 3D, en 3D VFR là, c'est ça? Oui, à l'époque c'était HFR. Ouais, non, VFR parce que là c'est de la HFR sur celui-là. Ah d'accord. Moi le problème c'est VFR. que j'avais Variable une deux. fois sur deux un plan que je trouvais magnifique et une fois sur deux un plan que je trouvais pas beau du tout. Alors peut-être que pour le 3 ça le réussit mieux, mais en soi ça me dérange pas d'être en 2D parce que ça m'ennuie pas de le voir en 2D. Je trouve le film magnifique, les plans sont beaux, ça j'ai rien à dire dessus. C'est plus pour moi des soucis de narration, de scénario qui auraient été présents dans tous les cas, peu importe le dispositif. Et moi je pense que ça me dérange parce qu'au bout d'un moment quand la longueur traîne, ces choses-là, moi je les vois. Et moi il y a plein de films d'action que j'aime qui pourtant n'ont pas des scénarios ultra poussés, mais c'est super efficace parce que t'en as pour 1h30, 1h45. C'est ça. Tu vois, je pense récemment j'avais vu le dernier Samaritain de Tony Scott. Tony Scott il a quand même une réputation d'avoir juste fait des gros blockbusters et de pas avoir fait des films très poussés. Pourtant le dernier Samaritain c'est super fun parce que t'as un duo avec Bruce Willis et Damon Wayans qui fonctionne très bien. Même si t'as beaucoup de clichés, t'as beaucoup de retournements de situation un peu gratuits pour faire bouger le film, mais ça tient parce que t'en as pour 1h40. Je pense que j'aurais eu le même film et tu me le fais 2 heures ou 3 heures. Alors certes, il aura jamais la beauté, ça n'aura jamais la beauté qu'un peut avoir un Avatar, mais au bout d'un moment, je pense que je décroche. Mais justement, moi, je terminerai là-dessus. Je trouve que c'est une plus-value que ça dure 3h20 parce que, encore une fois, pour le prix que je paye, l'expérience le rend bien. Si ça avait été un film juste d'1h45, Oui, tu auras le seum de payer 27 €. voilà. Mais est-ce que tu aurais payé 27 €? Est-ce que tu aurais eu besoin de le voir en IMAX? Bah non, parce que du coup, ça fait partie Tu vois, du lot. c'est un peu cyclique parce que vu que tu sais que ça va durer longtemps et que tout est un film qui met beaucoup sur sa technique, sur ses effets, tu es prêt à payer une séance qui propose ces effets-là. Tu vois, c'est un peu cyclique. Comme je te dis, pour moi, ça fait partie du package, ça fait partie du contrat Grand Avatar. spectacle. Et voilà, en fait. Mais je pense qu'il y a un peu de déception parce que moi je disais encore j'ai beaucoup aimé la première partie, c'est que je me suis dit que ça allait m'emmener vers un truc auquel je m'attendais pas du tout. Et finalement c'est resté sur ça va être très beau et tout, mais faut réussir à mettre le scénario de côté. Et pour moi en tant que spectateur c'est pas ce que j'ai envie de faire, c'est pas ce que j'ai envie de voir. Donc forcément moi qui n'ai pas beaucoup d'attentes sur la saga Avatar, vu que ça m'a bien accroché au début, je suis quand même un peu déçu sur le reste. Après c'est très loin d'être un film catastrophique, même si je trouve que c'est quand même vachement dommage que Cameron n'arrive pas à sortir de ses tropes ou de ses structures, même si pour toi justement c'est aussi une plus-value pour le film. Et je trouve que c'est vraiment dommage et qu'il y aurait moyen de faire vraiment plus grandiose sur d'autres thématiques. Je trouve que Chaplin, elle a une bonne, elle est vraiment forte dans son rôle. Mais même chose, je trouve que le personnage n'est pas assez mis en avant. Et je pense que là, vous êtes d'accord sur ça, non? Sur Varang. Oui, sur Varang, moi je suis déçu qu'il n'y ait pas de conclusion au personnage dans ce film. Mais en fait, qu'il n'y ait pas de conclusion à beaucoup de choses, comme il y avait le cas dans le 2. Mais effectivement, ça mériterait, Elle est bien amenée. ça il y a mériterait tout de un fermer truc, davantage de choses. Oui. Il y a un truc avec les armes, effectivement, qui est hyper intéressant. Je trouve que le personnage est hyper intéressant et ça m'a permis aussi un peu de suivre le film. Mais ouais, à la fin, comment ça se termine, je suis un peu en mode, on revient un peu au point de... Surtout qu'on ne voit pas forcément ce qui se passe dans le final, donc on ne sait pas vraiment si c'est vrai. Et on se dit, merde, c'est un peu comme la fin du 2, en soi. Tu vois, et t'es un peu en mode, Non, mais moi je suis d'accord que la fin du 2, elle est un peu expéditive. Moi, j'attends un 4 vraiment qui est un nouveau film, quoi. Et pas un 2 et 3 qui, effectivement, sont vus comme une grande partie. Il l'a dit lui-même, Cameron. Il a dit lui-même qu'il l'avait fait en un seul film et qu'il avait été obligé de le diviser en deux. J'ai dit la fin du 2, la fin du 3 expéditif. Oui, voilà. En général, il y a la grosse bataille, le méchant est battu, et 3 minutes après, t'as le générique. J'ai vu qu'il y avait une ellipse pour le 4, qu'il y aurait une ellipse de 7 ans. 8 ans, ouais. 8 ans. Donc tu vois, à la limite, voilà. Mais je sais que Cameron ne laisserait jamais la réalisation, mais effectivement, ce serait hyper intéressant de laisser cette saga à quelqu'un d'autre. Non, parce que la dernière fois qu'il a fait ça, il a abandonné de son projet, c'était pour Alita Battle Angel, et vu le résultat que ça a donné. J'allais le sortir.
faut trouver quelqu'un d'autre, je sais pas. Prenez Villeneuve, merde. Je sais pas. Oh, c'est Oui, bon, faut laisser Villeneuve hein, avec Il la est sur SF. beaucoup de trucs, ce garçon. Mais voilà, et je pense que ce serait hyper intéressant parce qu'on en connaît des sagas où les réalisateurs se sont un peu réappropriés avec leurs pattes. Et ça serait un petit renouveau pour Avatar et ce serait génial. En tout cas, moi, je suis heureux que ce film soit là. Je suis heureux que ce film fasse des entrées et que, même si les gens aiment bien taper dessus et sur la saga de manière générale, ça fait beaucoup parler sur les réseaux, sur partout, quoi. Ah oui, Genre, c'est un film qui est c'est un vecteur. événement, oui. C'est un film qui est vecteur d'émotions et qui ramène les regards vers le cinéma dans une année que je trouve qui manquait de très grands, enfin de très grands films, non, mais De grosses sorties. ouais, de gros événements, tu vois. Donc je suis content que le film soit là et j'irai le revoir. Voilà. Tous les jours à 27 €. Non, Non, ouais, j'irai passer dans un UGC ou MK2 en 3D, tu vois. L'IMAX, ça m'a coûté un peu cher quand même. 400 millions de budget pour ce film, donc c'est un des films les plus chers de cette année, vous pourrez vous en douter. Pour un box-office US actuellement, au moment où on enregistre, à 89,1 millions et 347 millions dans le monde. Alors faut pas dire que c'est un flop, parce que c'est loin d'être le cas. Et il faut savoir que ça a toujours été comme ça pour les films Avatar, c'est que le premier week-end n'est pas forcément grandiose et puis n'est pas forcément haut en termes de chiffres. Mais le film fonctionne très bien sur la durée à chaque fois. Le film fonctionne très bien jusqu'au mois de janvier, voire février, voire même début mars parfois même. Donc voilà, il a largement le temps de faire beaucoup de chiffres. Et en ce qui concerne la France, donc pour le premier week-end du 17 décembre au 21 décembre, il a fait 1 789 482 entrées, donc c'est le meilleur démarrage déjà de l'année alors qu'il n'y a même pas les 2 prochains jours, enfin qu'il n'y a même pas les 2 derniers jours, pardon, et donc bien évidemment le premier des nouvelles sorties de la semaine. Tout ça pour dire que ce n'est que le début. Et c'est le début de la deuxième partie de l'émission. Théma la transition. J'ai bien aimé. Très Voilà. belle transition. Et Bingo. on va poursuivre avec tes chiffres. Alors pour cette émission spécifique sur Avatar 3, je me suis attardé sur les chiffres d'un gars qui domine le box-office depuis près de 20 ans, James Cameron. Alors petit rappel d'usage, tous les films vont être pris en compte, oui, même Piranha 2, alors que Cameron l'a désavoué, sauf Avatar 3 pour ce qui concerne les chiffres du box-office. Et les durées que j'ai prises sont celles des versions cinéma. James Cameron, c'est 4 ans de carrière depuis son premier film, hein, donc le fameux Piranha 2 sorti en 81, mais si on considère son premier vrai film, entre guillemets, c'est 3 ans plus tard, avec Terminator sorti en 84. Avatar 3 est donc le 10e film de fiction de Cameron, parce qu'on n'en parle pas mais forcément, mais il a fait des documentaires également. Et je crois qu'il co-réalise le concert de Billie Eilish qui va sortir en 3D dans pas longtemps. Ah oui, il y a ça. Aussi. Donc Avatar 3 c'est son 10e film de fiction, donc pas tant de films que ça finalement, hein, quand on voit le nombre de films de certains grands noms de la même époque. Si vous voulez vous faire un marathon des films de James Cameron, il va vous falloir 1532 minutes, soit 25h32, donc une journée pleine de grands spectacles en perspective. Le film le plus court de sa filmographie, c'est donc son premier Piranha 2 avec son 1h34, et à l'opposé, son film le plus long en version cinéma, je rappelle, c'est bien Avatar 3 qui vient de sortir avec ses 3h17. Ça durait pas 3h17 non plus, Titanic? Je crois qu'un tout petit peu, genre 3h15. Ah ouais. Tu vois, genre. Et en moyenne, un film de James Cameron, c'est quand même 2h33, hein, donc faut dire qu'il est coutumier du fait d'avoir des films assez longs. Pas Et trop en même temps, quand tu fais des grands films, grands spectacles comme ça, Je pense qu'il doit avoir un des plus gros ratios, lui. Parce que déjà qu'il fait pas beaucoup de films, en plus quand ils sont très longs, genre il doit avoir 4 ou 5 films de 3 heures à son actif, à part Peter Jackson en face, je vois pas d'autres réalisateurs qui ont autant de films longs. ouais, je pense une moyenne à 2h33, même déjà une moyenne à plus de 2 heures. Il y a peut-être Ridley Scott qui a ça, mais Sergio Leone. peut-être. Ah oui, Sergio Leone, ouais, c'est vrai, peut-être. Également. Bon, en tout cas, j'ai pas les comparatifs sur tous les réalisateurs, mais en tout cas, 2h33, c'est quand même une sacrée moyenne. James Cameron, c'est 180 nominations pour 82 victoires dans des cérémonies de récompense, dont 3 Oscars, tous pour Titanic, avec meilleur montage, meilleure réalisation et bien évidemment meilleur film. Ensuite, si on prend les notes IMDb, son film le mieux noté, c'est... Terminator 2. Titanic. Ouais, bien évidemment Terminator 2 avec 8,6 sur 10, et son film le moins bien noté, c'est une évidence. Piranha 2. Piranha 2. Piranha 2 avec 3,8 sur 10. C'est lequel après Piranha 2, tu l'as noté? C'est Terminator premier du nom, je crois. Non. Il me semble. Je l'ai pas noté, Oh. mais il me semble que c'est ça. Je peux vérifier très vite fait, ça prendra 2 secondes. Non, je dis totalement des bêtises. Alors, donc c'est à savoir que donc du coup c'est True Lies. Ah ouais. Voilà. Avec quand même 7,3 pardon. Ça va, c'est pas trop mauvais. Voilà. Donc en moyenne, un film de James Cameron c'est noté 7,45 sur 10, mais si on retire du coup la pire note de Piranha 2, ça fait quand même une moyenne ahurissante de quasiment 7,9 sur 10 Beau pour gosse. chaque film.
Continuons avec les budgets. Vous allez voir que c'est aussi impressionnant que ces chiffres au box-office. C'est une évidence que Piranha 2, avec son aspect de série B et son budget le moins important, avec moins de 150 000 $ de budget, et ça a bien changé puisque tout au long de sa carrière, il a réalisé par 3 fois le film le plus cher de l'histoire du cinéma au moment de sa sortie, pour Terminator 2, puis pour True Lies et enfin pour Titanic. Mais pour l'instant, il ne récupère pas ce titre malgré du coup les 400 millions de budget pour Avatar 3. Donc en moyenne, un film de James Cameron, c'est 150 millions de budget avec un coût total estimé à 1,5 milliard de $. C'est marrant parce que True Lies, genre c'est pas un film qui est resté dans la postérité. Pourtant, quand tu dis quand c'est sorti, c'était le film le plus cher de l'histoire C'est du bien. cinéma au moment de sa sortie. Voilà. Et Et il ça, me semble que c'est si je veux pas dire de bêtises, c'était peut-être Terminator 2, mais ou alors c'était True Lies qui était le premier film à taper les 100 millions de dollars de Et ça- budget. Ah, ça T2, se je crois ressent. que c'était le cas. Ouais, Ça donc se ça ressent doit à être- l'écran parce que moi c'est vrai que True Lies, moi vous me dites True Lies, je pense juste à la scène de striptease de Jamie Lee Curtis. Oui, bah non, il y a plus que ça quand même. dans Moi, le film. j'avais souvenir que dans les films les plus chers, t'avais le Guerre épais qui avait été réalisé. Ah oui, à l'époque, mais au moment de sa sortie, tu vois, après on compte pas les inflations. En fait, Ah c'est oui, ça le ok. truc. On compte pas l'inflation dans les, D'accord, c'est dans pour les ça. statistiques comme ça. C'est pour ça. Mais pour de sacrés résultats, du coup, car c'est le moment de parler box-office maintenant. Owen va être content. James Cameron a toujours atteint depuis Terminator 2 les 100 millions de $ de recettes aux USA, avec pour plus gros succès Avatar premier du nom avec plus de 760 millions. Niveau mondial, c'est également Avatar qui a fait le plus de recettes de sa carrière, mais également tout bonnement du cinéma, avec pas loin de 3 milliards de recettes accumulées au fil de ressorties. Là, il en est vraiment pas loin des 3 milliards, si jamais il refait une sortie de l'étape. Ce réalisateur a engrangé au total près de 8,5 milliards de recettes mondiales, avec, je pense, la moyenne la plus haute d'un réalisateur, à plus de 1 milliard par film. Mais quel beau gosse. Quel boss, mais vraiment, juste à un moment donné. En France, et comme c'est souvent le cas quand je fais les chiffres, c'est pas le film qui a le mieux fonctionné au niveau mondial qui fonctionne le mieux en France, car Titanic domine le box-office français depuis plus de 25 ans avec ses 20 634 793 entrées et même près de 22,3 millions avec les ressorties. Il y a que les Bienvenus chez les Ch'tis qu'il a battu, non? Non, il l'a même pas battu sur sa sortie de base, et en plus, si tu comptes les ressorties, 22,3 millions, il est largement au-dessus. A contrario, son film ayant fait le moins d'entrées en France, c'est Aliens, car Piranha 2, j'ai pas trouvé de chiffre cohérent, donc j'ai pas compté, mais c'est Aliens sinon. Mais malgré ça, il est quand même à plus de 1,7 million d'entrées. Ah oui. Donc ce qui C'est veut dire... vraiment, excuse-moi, c'est un peu vraiment la phrase du petit intello qui est en mode oh non mais c'est pas non plus énorme, tu vois, alors qu'il a une putain de bonne note, tu vois. J'ai l'impression que James Cameron c'est un peu ça, c'est qu'il va faire un film, voilà, et puis en fait ça va quand même être bien, ça va quand même marcher quoi. J'ai un peu la haine contre ce mec. Il est Ah. trop chaud. T'es jaloux? Ah, je suis jaloux. Ce qui veut dire que tous les films de Cameron ont dépassé le million d'entrées en France. Voilà, juste ça. Et 3 d'entre eux, excusez du peu, ont fait les plus de 10 millions d'entrées en France, donc, et d'affilée. Voilà. Belle performance. En même Titanic. temps, Performance. Il va peut-être faire 4, il va peut-être faire 4 d'affilée à plus de 10 millions. quand ton premier film officiel c'est Terminator premier du nom, Ça envoie. Oui. Et donc le cumul de ces entrées françaises s'élève donc à plus de 64,5 millions d'entrées, soit pas loin du chiffre de la population française actuelle. Voilà, tout bonnement. On va passer sur nos chiffres sur la filmographie de James Cameron, et vous allez voir, ça va être assez rapide, car donc au nombre de films vus, Owen et moi sommes en tête avec 9 films vus sur 10, bien évidemment que nous n'avons pas vu Piranha 2. Bah, si t'es un vrai fan, il faut regarder Piranha 2. non, j'y songe. Donc voilà, autrement on a vu tous ces films, tandis que Fred est juste derrière à 7, et Julien est à moins de la moitié de la filmographie de Cameron, car il n'en a vu que 4. Putain. Ouais. Titanic et Avatar 1, 2, 3. Non, les Avatars et le premier Terminator. Voilà, donc 4 films ont été vus par nous tous, du coup, Terminator et les 3 volets d'Avatar. Mais à contrario, un seul film n'a été vu par personne autour de la table, sans déconner, c'est Piranha 2. Faut qu'on ait le Faut s'y mettre. Faut full Cameron. Personne n'est le seul à avoir vu un film que les autres n'auraient pas vu, parce que bien évidemment, on a vu tous ces films quasiment. Mais à l'inverse, et ça c'est scandaleux, Julien est le seul d'entre nous à ne pas avoir vu Aliens, Terminator 2 et Titanic. Oh, tu sais. Explication, monsieur Fournier. Faut juste que je finisse de rattraper les sagas. Oh, tu sais, c'est pas une grande perte. Pardon Pardon. Mais Titanic, on en avait déjà parlé que j'avais pas vu, et Terminator 2 et Alien, c'est juste que ça fait partie des sagas où j'ai vu le premier, comme Matrix, j'ai vu le premier, j'ai jamais vu les suites. Il te reste beaucoup de bonheur à acquérir. Terminator, Terminator. Ouais. 1, j'ai bien aimé. Apparemment, tout le monde me dit, et toi compris, que le 2 est meilleur que le 1, donc je Ah n'en oui. doute pas. Bah, le 2, c'est dans mon top 3 de mes films préférés, donc bon. Et bon, Aliens, j'aime bien le premier de Ridley Scott, mais je sais que le Cameron est plus tourné totalement action. différent, ouais, voilà. Ouais, C'est- très ça a tourné rien action, à mais voir. il n'y a pas de raison que je n'aime pas. Donc, Non. Moi, je peux me la péter et vous dire que j'ai vu Terminator 2 3D. Est-ce oui, que quand vous il était savez c'est ressorti, quoi Non, non. Non. Vous savez pas ce que c'est Terminator 2 3D? C'est un court-métrage que James Cameron avait réalisé avec Edward Furlong, Schwarzenegger et Robert Patrick dans les années fin 90.
Et en fait, c'était un film prévu en 3D à l'époque, mais pour parcs d'attractions, je crois, c'était pour Disney ou pour un parc d'attractions Universal. Et c'est vraiment, genre, c'est un court-métrage de 10 minutes où en gros, t'as Schwarzy avec Edouard Furlong derrière sa bécane, donc plutôt fin d'adolescence, et ils se font pourchasser par Robert Patrick et tout dans le futur apocalyptique et tout. Genre, le truc, il est. Pour l'époque, c'est toujours aussi impressionnant, Tu l'as quoi. vu comment? Sur YouTube. Ah, ok. Il est sur YouTube. Je pensais que t'allais dire un truc genre j'étais aux États-Unis, j'ai vu ça. Une projection privée avec James Voilà. Cameron. Ouais, James Cameron. c'est Ah, donc, j'aimerais tellement. Mais voilà, ce truc-là, en plus, il est facile à trouver, il est très cool. Ok. Du coup, Cameron, dans ton top 3 des cinéastes, en fait. Je pense que c'est mon cinéaste préféré, en fait. Ça fait très nul, hein, mais... Ah, il faut l'assumer. je veux dire, je le connais par cœur. Ouais, mais t'as des arguments pour le défendre. Voilà, c'est ce qui me parle le plus en soi. Hein, genre. Est-ce que t'as des bons bouquins à conseiller? T'as des trucs que t'as lu sur lui Il a déjà écrit sa biographie, ce mec, non, le même melon pas, qu'il a. tu vois. Ok. Même pas. Mais après, j'ai plus ce truc là, enfin, à part avec Cameron et fut un temps avec Nolan, mais c'est même plus le cas, j'ai plus trop ce truc d'idolâtrer des réalisateurs, tu vois. Ouais. Tu Genre, kiffes leur ouais. film et puis voilà. Voilà. J'ai pas le même ressenti, par exemple, avec un réalisateur que je peux avoir avec une rockstar. Merci pour tes chiffres, mon ami. Rien. C'est bien. On va s'éloigner un petit peu de Cameron, mais bon, je pense qu'on va y revenir avec ton Joker. Pour se faire un petit jeu. Oui. Petit jeu que vous connaissez bien. Oui, c'est quoi? C'est les meilleures critiques de Letterboxd. Ah. Ah, tu l'as pas gardé pour l'épisode de fin d'année, tiens. Non, parce que j'ai pas mal de jeux qui vont arriver dans l'épisode de fin d'année aussi, donc je me dis, on peut se faire plaisir. Ça peut nous laisser respirer. Donc, les meilleures critiques Letterboxd, je vous lis 2 à 3 critiques. Et il faut deviner le film. Parmi les critiques, il y en a une de Bassem. Attends, est-ce que c'est que des films qu'on a vus ou pas? Oui, en théorie, je crois. On a parlé de tous ces films, à l'exception d'un seul. Ok. Mais vous Donc c'est trouverez... récent. Vous trouverez... Ah bah oui, c'est 6 derniers mois. Ok. C'est un peu comme le monde de Nemo, mais le papa est alcoolique, woke et fume des joints. Une bataille Une après bataille l'autre. L'autre et l'autre. Oui, une bataille après l'autre. C'est pas mal. L'autre critique, elle est drôle. Je crois que c'est celle de Bassem. Le boug qui a dit que Sean Penn ressemble à Didier Deschamps a tellement raison. Allez, deuxième film. Elles sont hilarantes, les Totally Spies. Arco? Oh oui Ah. Oh, pas mal. Les deux autres critiques, c'est Force à Clifford, il restera dans la friend zone toute sa vie. Ah ouais. Le pot. J'en connais qui vont péter des câbles s'ils voient des hommes en arc-en-ciel tomber du ciel. Je vois déjà ces news dire qu'il pleut des LGBT. Allez, troisième film. Donc là, une bataille après l'autre, vous l'aviez tous en même temps. Oui. Quoique toi, tu l'avais un peu avant. Non, on Jérôme. l'a eu tous en même temps. Fred, ton esprit de compétition Allez. te rattrape. Troisième film. Non. C'est ce qui arrive quand on laisse des hommes faire des podcasts. Je l'ai déjà vu en plus cette. C'est nous. C'est une critique de DCP, C'est putain le la vache. DGP, putain, merde. Deuxième critique. Ouais. Le gars qui joue le flic est plutôt sexy. Weapons? Non. Non. Ah ouais, non. Un flic sexy. Répète la première. C'est ce qui arrive quand on laisse des hommes faire des podcasts. C'est pas Eddington? Non. Non. Sinon, j'ai la dernière, mais là, vous allez la voir un peu plus vite. Attends, laisse-nous réfléchir Attends, un petit laisse-moi peu. réfléchir. Le truc, c'est Ce qui arrive que... quand des hommes font des podcasts. Voilà. Et le truc, c'est que le flic est pas du tout sexy. Ah merde. Le flic, il est pas beau, hein. Il a une bonne calvasse. C'est Ah ouais, Running Man. putain, mais- Running Man. Non? Mais Eddington, t'avais pas tort, mais c'est pas ça. Je sais pas, Bugonia. Oui. Oh putain. Mais oui, c'est Ah. mais voilà, parce que je l'ai vu passer quelque part. On a déjà parlé de cette critique. Ah bon? Cette critique Letterboxd, j'ai dû la voir passer. Ah, C'est l'autre- pour ça. Le flic Parce que sexy, non, mais la n'importe dernière quoi. critique, c'était le top 4 Letterboxd de Teddy. C'est B-Movie, B-Movie, B-Movie et B-Movie. Mais flic sexy, par contre, c'est pas sympa. Enfin, Bah, il est- flic pédophile peut-être, mais tu vois, je sais pas. C'est même pas explicité dans C'est le pas film. explicité, tu sais pas. On le saura, on le sait. Mais on sait tous. Allez, quatrième film. Après 14 ans d'attente, René Smee a enfin trouvé un bébé CGI aussi moche qu'elle. Putain, les 4 fantastiques. Oui. Ah, j'ai fait la même vanne dans le Mais oui, podcast. mais moi aussi donc. en plus, putain. L'autre critique a été rigolote, c'est Vanessa Kirby se bat pour sa vie tandis que son mari fait des équations. Non, pas trop. Non, Ça vous je- fait pas rire. non. Allez, cinquième film. Elle m'énerve à pas savoir bouffer son yaourt correctement. L'accident de piano. Oui. Purée. Je me suis souvenu de ce film, hein, c'est chaud. Moi, j'ai Putain, bien c'était il y a aimé. moins de 6 mois et pourtant j'ai failli l'oublier ce film. C'était un bon Dupieux. Bon. Ouais. L'autre critique, c'était la même morale que Kaizen, j'en peux plus. Putain, Inoxta comparé Compta Dupieux, je sais pas pour qui ça fait le plus mal. Ouais, c'est déjà quand même. Allez, le sixième film. J'ai bien aimé le moment où il fume sa cigarette. The Brutalist. Non. Ça aurait pu être ça. C'est un film où ça fume de ouf. Ouais, bah ouais. Hop, bah non. C'était cette année. Non, c'était il y a 2 ans.
Oppenheimer. Oppenheimer. Non, c'était il y a 2 ans. Ah, c'était à 2 ans, Oppenheimer. On n'avait même pas commencé à faire des CP. Oui, c'est vrai. Superman. Non. Avengers Endgame pour les gens inscrits à Mubi. Putain, un truc de super-héros pour des cinéphiles. Il filme sa Oh, le clope. brain fart là. Il filme sa clope. Oui. Sinon, je vous donne une autre critique. Vous pouvez être une fraude, prétexter avoir un mal de dents pour pas travailler et quand même influencer le cinéma sur les 60 Oh, années à nouvelle venir. vague. Oui, Oh, putain. c'est ma critique, la dernière. On resalue Mathieu Fanfina qui est passé. hein. Voilà. Oh non. Mais c'est marrant que vous l'aviez pas eu. Non, Allez, un peu compliqué en vrai. Ouais, un peu. Quand Un peu même. compliqué, Ouais. mais bon, ça Oui, se non, trouve. c'est pas mal. Bon, les deux critiques du prochain film sont assez explicites. La meilleure scène du film, c'est avec Elisabeth Borne. L'étranger, putain. Oui. Et l'autre critique, c'était le soleil dans les yeux, trop relou. Putain, mec. C'est bien ça. C'est une critique ça. Il nous en reste 3. Il y a un mec à la fin de la séance, il a quand même. Oh, le fail. Maintenant, elle me fait rire en fait cette critique. Il y a un mec à la fin de la séance, il a quand même dit que. Faut que t'y arrives là. Allez, ouais. Faut que t'y arrives. Pardon. Il a quand même dit que. Il y a un mec à la fin de la séance, il a quand même dit que c'était notre Seigneur des Anneaux. À nous. Camelot partie 2. Oui. Camelot deuxième volet partie 1, voilà, pour être le plus précis possible. L'autre critique, elle me fait rire aussi, c'est un moment on suit des hobbits au Mordor, dans la scène suivante, Lancelot affronte Thanos. What the fuck. C'est vrai que, putain, non, c'est. Non. Non, je vais redire ce que j'ai dit, mais t'es pas Peter Jackson, Alexandre. Avant-dernier, c'est le Daniel Day-Lewis des chiens. Good boy, Brutalist. good boy. Mais à quel moment t'allais chercher Brutaliste? Parce que t'as dit Daniel D-Lewis. Mais Donc quoi? j'ai pensé grand cinéma, donc j'ai pensé grand film. Non, des qui rend- chiens. C'est Good Boy. C'est Good Boy. Oui, c'est Good Boy. Bah, je l'ai un peu dit depuis, Non, depuis 30 secondes. je crois qu'on t'a pas entendu, mec. Vous avez entendu, vous? Non. Et la dernière, je suis sûr dans sa tête, il a fait un film de gauche. Je tiens 51. Putain. Il est trop chaud, Jérém. Ah, mais non, mais attends. Cédric Jiménez, gros droitard que t'es, pardon. Et la dernière critique de Chien 51, c'est le moment où ils ont failli se pécho, terreur nocturne. Ah ouais. Ouais. Ah, j'aurais dû faire ça de là d'abord. Hmm. Voilà. Ainsi se clôt les critiques Letterboxd de Non, 2025. c'est marrant. Ah, mais C'est marrant. j'adore faire ce jeu. Good Boy, c'était un très mauvais film. Ah, c'est tellement frustrant. Ouais. Ah, Ah. tu l'as vu? Oui, on a Ah oui, regardé on l'a avec vu, on l'a Jérém. vu, ouais. Ah ouais, c'était pas ouf, hein. C'était Ah, frustrant, ouais. C'était C'est juste, le bon terme. on met un chien, on le dirige un peu et voilà. Il est quoi. trop mignon, c'est le meilleur chien de l'histoire du Ouais. cinéma, Ouais, mais Hmm. après, mais au service de rien. de rien. Ouais. Ah, Joker. Non, bah en fait, on avait commencé un tout petit peu le débat pendant la critique d'Avatar 3, c'est en ce qui concerne l'expérience de visionnage. En fait, on va clore la critique qu'on a fait hier soir en mangeant le dessert. Voilà, c'est ça, et c'est pour ça que je te disais qu'on allait un peu rejoindre la discussion qu'on avait hier soir. Je donc sais c'est- pas là. hein, Oui, précise, je sais que tu n'étais pas là, donc pour te remettre un peu de contexte, et donc bah, c'est un peu l'expérience en fait, comment l'expérience conditionne ton visionnage, notamment pour un film grand spectacle comme est Avatar. Donc on a un peu commencé le débat pendant la critique également. Au Mais- dessert. Et est-ce que c'est nécessaire en fait qu'un film soit fait pour être vécu dans une certaine expérience de salle, une certaine, tu vois, parce que tout le monde n'a pas forcément les moyens de s'offrir une séance IMAX, de s'offrir même une séance 3D, parce qu'il faut quand même dire que la séance 3D c'est un surcoût dans la plupart des cinémas, c'est des lunettes à payer, même si tu peux les réutiliser pour certaines également. Donc est-ce que c'est normal, entre guillemets, que certains films soient faits spécifiquement pour des séances de cinéma avec des nouvelles technologies avancées, mais qui ne sont pas forcément grand public. Donc je pense aussi à la 4DX, aux nouvelles salles de pâté avec du Dolby Cinema, etc. Enfin voilà, est-ce que c'est nécessaire forcément? Débat parallèle, est-ce que le cinéma devient un plaisir de riche? Bah, ouais, enfin ça c'est vraiment une question subsidiaire. Après, là. avec le prix déjà des billets, genre juste normaux, enfin vous voyez le tarif normal dans n'importe quel cinéma, qui soit pas en 4D, qui soit pas avec lunettes 3D, etc., ça monte de plus en plus. Donc, Après, tu peux encore trouver des. Oui, Quoi que ça a augmenté, mais t'as ça encore des dépend salles des où c'est zones. 8-9 euros la place adulte. Ouais, je crois que le prix moyen en France d'une place de cinéma, ça reste quand même le moins cher d'Europe. Hein. ok, parce que moi je Il reste me sur les semble. grands circuits où maintenant on est passé à du 15 voire 20 euros la place, quoi. Mais après, de toute façon, quand tu fais du 15-20 euros la place, c'est les UGC, les pâtés, c'est que le but c'est de te faire prendre un abonnement. Et quand tu as un abonnement UGC, au vu du prix de la place qui n'est pas à tarif réduit,
au bout de 2 séances, elle est rentabilisée ta carte. Ah oui, oui. Après, voilà, faut vouloir payer une carte au moins 20-25 euros par mois. On parlait des riches. Alors, je prends un exemple très précis. Donc, les auditeurs, peut-être que certains n'habitent pas du tout à Paris, mais il y a eu le Pâté Palace maintenant qui Je pensais au qui est à Pâté Palace Opéra. également. Et t'as beau avoir une carte Gaumont, tu dois quand même payer un supplément pour aller dans cette salle Ah bon? de 8-9 euros. Mais pourquoi? Parce que c'est le Pâté Palace. Mais Et donc, il y a ce côté un peu, comme tu disais, ouais, où peu à peu, on Ils gentrifient le cinéma. c'est gentrifie cool. le cinéma, ouais. Je pense pas, c'est surtout qu'on te vend de l'expérience. Après, là, ça revient sur la question qu'a posée Jérémy. Est-ce que tous les films nécessitent une expérience? Je pense pas. Comme disait Owen, Avatar, c'est un événement. C'est-à-dire que c'est vraiment un film, ou comme quand tu as un film de Nolan, où tu as toutes les séances en IMAX qui sont proposées, qui sont pas forcément nécessaires à l'appréciation du film. La plupart des films, tu peux aller les voir dans une salle de cinéma de quartier sans que ça pose vraiment de soucis. Hein. Oui, et puis les salles de quartier, comme tu dis, continuent d'exister. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu plus, mais là, on sort du débat, c'est la survivance. Ça se dit, survivance? La survie. La survie. La survie. La survie des petits cinémas, tu vois. Mais par contre, pour revenir à cette histoire de grands dispositifs, c'est vrai que Avatar, c'est un événement, et en vrai, il y a les films pensés pour IMAX. Mais à l'exception d'Avatar, moi, tous les films pensés en IMAX, en fait, je suis pas allé les voir en IMAX. Alors, il y a les films. Il y a deux trucs différents. Il y a les films filmés en IMAX entièrement et faits vraiment pour, parce que ça a été pensé dans ce format-là. Tu penses notamment au film de Christopher Nolan, mais cette année à Sinners aussi, il me semble. À des films qui ont des séquences IMAX dedans parce que ça rend mieux. Genre Mission Impossible. Voilà. Ce genre Mission Impossible, ça n'a pas été pensé pour de l'IMAX, les premiers, les deux derniers là. Donc il y a juste des séquences en IMAX. Comme tu m'as dit quand tu m'as dit Chien 51 en IMAX, je fais Ouais. pardon. Oh là là. Bah, c'est vrai que je reviens encore sur Avatar, mais Avatar, ça se fait de mettre les potards le plus au max, quoi. Genre, c'est la définition même de l'ampli à 11 au niveau de toutes les questions techniques. Et c'est pour ça que là, je suis prêt à aller dépenser 27 euros. Mais typiquement, Chien 51, ouais. Moi, je pensais plus pour l'année prochaine, vu qu'il y a beaucoup de blockbusters qui vont sortir. Est-ce qu'il y a des films qui vous intéresseraient en IMAX? Bon, l'Odyssée. À part l'Odyssée, ouais. Tu vois. Bah, à part l'Odyssée, ouais. L'Odyssée, Parce que ouais. je sais que c'est pensé pour, mais. Mais je pourrais en faire abstraction aussi, tu vois. C'est comme Dune. Vous l'avez Ah vu oui, en Dune, IMAX. c'est Vous l'avez la vu en Euro. IMAX? Non, Moi, j'ai Dune, jamais non. vu aucun film en IMAX, donc je suis assez curieux. Mais en fait, moi, c'est davantage le son qui me reste. Parce que l'écran de Pathé Ivry, il est ok, mais je crois que par rapport à l'écran que tu peux avoir à Londres, par exemple, Oui. il est petit. Et par contre, le son, et on est allé voir Pink Floyd live à Pompéi là-bas, le son, mec. Qualité, inégalable, je pense. Ah ouais, non, L'année mais... prochaine, Odyssey, il faut aller le voir dans un cinéma à Londres en IMAX. Non, on dit pas ça non plus, mais c'est juste que, en plus, Owen, comme le dit très bien Owen, je pourrais très clairement faire abstraction de l'IMAX pour l'Odyssée en vrai. Mais en fait, moi j'aime bien en fait juste cette idée de faire en sorte que le cinéma c'est plus que d'aller voir un simple film, c'est d'aller voir un spectacle technique, mais ça doit pas s'accorder à tous les films. Ah bah oui, oui. C'est-à-dire que je parlais tout à l'heure d'un simple accident. Un simple accident dans le MK2 que je suis allé voir, ça va très bien. Et ça n'en fait pas un moins bon film ou un film moins intéressant à aller voir. Ça en fait une expérience tout autre qui donne un sens différent au cinéma, mais le cinéma peut être bien des choses et Là, peut tu être prends apprécié de bien des manières. Oui, tu prends vraiment le contre-exemple. Un simple accident, c'est le film le plus minimaliste possible, réalisé un peu, voilà. Bah, tourner dans les rues. Voilà, donc oui, c'est vrai qu'il y a c'est une totale différence, oui. Oui. Moi, je suis juste content que tout existe. Et après, effectivement, il y a un cinéma qui fait venir plus de monde qu'un autre. Le but de tout le monde, c'est de promouvoir tous les cinémas. Mais je suis juste content que tout ça existe. Parce qu'il faut le rappeler, les gens vont se plaindre que Avatar, ça prend la place de petits films si jamais il y en a qui pensent comme ça. Les Non, entrées c'est- d'Avatar, C'est ce qui finance le voilà, cinéma et c'est les ce que autres j'allais petits dire. films. C'est ce que j'allais dire. Exactement, tu as compris ma pensée. Dans tous les cas, c'est bien qu'il y ait des gens qui aillent au cinéma. Moi, je me souviens par exemple, quand Avengers Endgame s'était sorti, le même jour que Ne coupez pas, que Julien et moi avions vu en avant-première en ciné-expérience. Ouais, qui plus est. après, pour le coup, ne coupez pas. Je pense que même s'il y avait peu Avengers qui étaient sortis, Ah c'est oui, pas un c'est film qui avait une sûr. grosse distribution. Hein. Mais je m'étais beaucoup amusé à vraiment promouvoir Ne coupez pas et faire en sorte que allez le voir et tout, genre comme Play aussi quand c'était sorti en début d'année. Enfin, moi,
on est vraiment pas dans le sujet que t'as lancé de base. Ouais, pas grave, pas grave. Mais moi, ce que je veux faire valoir, c'est que Avatar, c'est incroyable et allez voir Avatar parce que c'est trop bien et ça va faire venir des gens qui ne vont pas habituellement au cinéma. L'étape suivante, c'est juste aller voir des films de manière générale, quoi. Non, mais surtout Avatar, oui, permettez-vous peut-être de le voir dans une condition qui puisse être optimale, quoi. Parce que le film le rend bien. Parce que peut-être, imagine, alors je sais pas, je vais dire un prénom optif. Imagine, il y a le petit Titouan de 8 ans là qui va voir Avatar 3 au cinéma, c'est un des premiers films qu'il voit de sa vie au cinéma. Il se mange une claque dans la gueule comme ça, je pense qu'ils peuvent s'y intéresser, tu vois. Et là, là ça peut amener, tu vois. Peut-être qu'il s'endormira. Oui, bon, après. Oui, bah écoute, Tu vois, la claque, c'est pas le film qui va lui donner, c'est moi. Tu vois, c'est pas. Tu vois, c'est comme toi, quand, je suppose que t'as eu un film déclic. Et pour certains, ça se trouve, ça sera Avatar 3, ce film déclic, grâce à l'expérience en salle qu'ils ont eu. Tout comme le déclic peut se passer chez toi sur ton petit écran de PC en général. Voilà, c'est ça, hein. non, mais Après, généralement. tu vois, je suis dans cette position un peu entre deux. Ce que je disais tout à l'heure, faut pas non plus qu'un film soit trop dans sa technique et n'ait pas d'autres héritages dans son. Enfin, comment je pourrais dire ça? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que si un film mise tout sur sa technique et qu'après, derrière, il n'y a rien d'autre, bah, une fois que tu le revois chez toi, bah, il t'en reste pas grand-chose. Et en même temps, tu as aussi des films, je pense à 2001, l'Odyssée de l'espace, ne pas le voir dans un cinéma, bah, tu vas forcément passer à côté. Bon, en même temps, à l'époque, tu ne pouvais le voir qu'au cinéma. Mais après, faudrait pas tomber dans un écart qui serait de faire des films que trop techniques et du coup quand tu te les retrouves chez toi il y a plus de substance. Moi en fait en exemple que j'avais ça n'a rien à voir avec le cinéma mais c'était avec le jeu vidéo quand il y a Battlefront qui était sorti en 2016 le remake ça avait fait beaucoup de bruit parce que le jeu était vraiment beau pour l'époque, c'était vraiment sublime sauf que le jeu ne proposait aucun solo, c'est-à-dire que tu avais que du multijoueur et du coup qu'est-ce qui te reste si tu ressors le jeu 10 ans après? Bah rien, puisqu'il n'y a plus personne sur ces serveurs là, donc il te reste le fait que le jeu est beau et encore la partie technique qui était mise en avant, tu peux même pas la retrouver puisqu'il n'y a plus de multi. Il faudrait pas arriver dans une sorte de dérive qui serait pareille dans le cinéma, de faire des films qui seraient que techniques et après il n'y a plus d'héritage. Une fois que tu les retrouves sur ta télé ou ton écran, il n'y a rien. En fait, faut se dire que faut que le film soit bon et qu'en plus, si tu peux aller le voir au cinéma, c'est bien. Par exemple, je prends l'exemple le plus récent, c'est j'étais allé voir Il était une fois dans l'Ouest au cinéma. J'avais déjà vu sur une télé, j'avais trouvé ça bien et quand tu le vois au cinéma c'est plus juste bien, c'est très très bien. Après je pense qu'un jeu vidéo vieillit bien plus vite et bien plus mal qu'un film. Oui, ça c'est vrai. Parce que 2001, Il était une fois dans l'Ouest, c'est des films de 68 et pourtant c'est encore très bien. Et Avatar qui est sorti en 2009, j'aime bien. Je vois que des gens s'amusent un peu à titiller et dire que ça a vieilli. Pour l'époque c'est sûr que si tu compares entre Avatar 1 et Avatar 2, oui, mais pas. Les deux ont été des révolutions à leur époque, quoi. Enfin, faut pas déconner. Jurassic Park aussi, ça a très bien vieilli. Hein. Oui, mais de toute façon, quand un truc est d'une qualité supérieure, ça devient intemporel. Hein. Finalement, aller en salle voir des films grands spectacles, hein. Non. Oui. Bon, mater de tout, quoi. Mais après, faut que ça amène à voir de tout. Voilà. L'année prochaine, il y a pas mal de trucs. Le pire serait plutôt le fait ça se fait de plus en plus, les gens qui regardent les films en x2, en x1,5. Oh là là, c'est horrible. Ouais. Ça sert à quoi? Impossible de faire ça. C'est triste. Après Avatar 3, franchement, un petit 1,1. 1,1 1,2 peut-être. Non, mais après, de toute façon, c'est. Alors, je dis ça alors que je suis le premier à mater des vidéos YouTube en x2 s'il faut. Ça, c'est ce que TF1 fait d'ailleurs. Oui. Pour les films, parce que le 1x1 il est quasiment imperceptible et ça va beaucoup plus vite. et du coup ça permet de gagner quelques minutes dingue. d'antenne. Ok. Parce qu'après, même en termes de consommation, là, on parlait maison, cinéma, mais en fait, il y en a qui consomment, je pense plus surtout aux séries, mais qui consomment directement sur le téléphone. Hein. Oh, le nombre de personnes que ouais, mais après, tu vois, si tu vas voir une série, t'as peut-être pas les mêmes. Tu cherches peut-être pas à voir les mêmes choses que dans un film. Genre, tu vois, je prends en série How I Met. Je pourrais le voir sur le téléphone, ça me poserait pas de soucis. Ouais, c'est vrai. Parce que l'importance, et je pense pour la elle plupart des réside sitcoms, plus dans le son, quoi. c'est ça, mais ça réside surtout dans les personnages, les actions. Donc en fait, que ce soit sur une télé, un cinéma. C'est vrai que je me souviens avoir regardé un épisode de The Office sur mon tapis de course quand du temps où j'allais à la salle. Ça pose pas vraiment de soucis. Et depuis, j'ai pris 20 kilos. Et, mais non, t'es très bien. Mais oui, je sais bien. Quel orgueil. Non, j'ai pris du bide. Tout ça pour dire, Allez au cinéma, juste. Voilà. Ouais, et puis quand un film est techniquement un événement. En termes de gros blockbusters, on en parle depuis longtemps, mais 2026, ça va être une bonne année. Donc, oui, c'est ça, il y a du très lourd qui arrive en 2026. Là. Moi, tu vois, je me souviens de 2019, j'étais un peu triste parce que je voyais vraiment que des blockbusters. Je me dis, j'ai l'impression qu'il n'y a que ça. 2026, ça a l'air d'avoir un petit peu ce goût-là, tu vois, d'avoir
une surabondance de production Disney. Oui, en même temps, il y a d'autres, il y a Il y a de d'autres tout. trucs qui ont l'air oui, de- oui. ouais. Il y a Ouais. le film de Jarmusch, il y a, je sais pas si vous avez Il y a des Iñárritu, exemples. il y a le Spielberg. Il y a le bon, c'est un Qui sont des blockbuster. gros films, mais qui vont Voilà, être. il y a le film de, il y a le Narnia de Greta Gerwig. Il y a- Ça va pas être sur Netflix, ça? Ah merde, bon. Mais c'est bien d'avoir des films événements de toute façon. Donc, Il faut oui. aussi des gros films, des films plus. Puis moi le qui avais un peu T'auras abandonné le- Marvel, en fait, je reste encore un peu curieux, tu vois. T'auras l'Odyssée, t'auras le Spider-Man et t'auras du coup, Doom's Dune. Parce que Avengers Doomsday et Dune 3, ils sortent pour l'instant, ils sont toujours prévus. Dune mais 3, donc voilà. tu vois, ils- Ça va Ouais. s'appeler comme ça Je Doom sais pas, Dune Je sais pas, j'ai inventé ça comme ça. connaissant Hollywood, ils vont retarder le Déposé, truc. le nom est déposé si Non, jamais non, c'est non, ça. j'ai mieux. Le Doomsday. Le Doomsday, bah voilà. Ouais, c'est mieux ça. le Avengers Doomsday. Ouais. Ok. Il y a plein de trucs l'année pro, donc oui, faut en profiter. Moi, j'ai envie de tester l'IMAX, voilà, sur Odyssey en tout cas. De toute façon, dans le prochain épisode qui va sortir dans quelques jours, de toute manière, dans les DCP Awards, je vais vous demander votre plus grosse attente de l'année 2026. Oui, oui. Est-ce qu'on peut faire deux catégories, blockbuster et une peut-être plus petit film? Ah ouais, Comme pas ça, bête, ça. ouais, comme ça, au moins, on dit pas que des blockbusters, je on sais peut, pas. mais en général, comme les petits films arrivent au fur et à mesure, tu vois, ils sont pas forcément annoncés. Je pense des semi-blockbusters, tu vois, Oui. c'est pas les tentpoles, mais les. T'as le Léo du Hurlevent, ou t'as... Et chut, tu le diras dans l'épisode Non, mais prochain. je parle de ce film, quoi, voilà. Oui. Non, mais ça va être très bien, Hurlevent. Enfin, ça a l'air. Ouais. Ça a l'air beau. Bref, donc, est-ce qu'on s'arrête là, les amis Oui. Et je vais donner mon Joker à. Putain, je sais même pas à qui je vais le donner parce que. Qui l'a eu? Je crois que c'est Owen qui me l'a donné, donc je vais pas lui refiler. Pourquoi tu pointes. Parce que ça fait longtemps que lui, il a pas eu. Ça Bah, fait longtemps que- les deux, enfin là c'est entre les deux là, puisque c'est toi qui me l'as donné. Oui. Si je sais pas choisir, je le garde. Hein. Oh. Bon, non. Non, bah, je vais le donner à Fred. Yes. Merci. Ta-ta-ta-tang. Donc, dans quelques jours, va sortir également l'épisode des DCP Awards et de plein de trucs. Il y a le bingo Oui, il y a le bingo Qui qui va sera bientôt- bientôt disponible. qui Ouais. va bientôt apparaître. Et puis, Je pense que vous pouvez jouer avec dessus sur cet épisode là déjà. Hein. ouais. Mm. Remarque, Julien n'a pas fait. C'est toi qui a pas arrêté de faire. Ça s'entend pas au mois de. Il n'y a plus de voix. T'as fait des bonnes transitions. Merci. Bah écoutez les gars, avant que je perde ma voix définitivement, je vous dis à bientôt. Vous pouvez nous retrouver sur Insta et TikTok et sur YouTube, Sur YouTube. sur toutes les applications de streaming et puis dans quelques jours pour le bilan de 2025. Avec plus de voix pour toi, j'espère quand même. Et, on espère. Ciao. Salut. Au revoir.